Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, on va débunker ça. On va débunker Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre de Doramuto et de Marguerite Stern. Je vous ai choisi 30 extraits. Très court, à chaque fois c'est une petite phrase, je lis 30 phrases d'un bouquin qui fait 400 pages, d'accord ? Donc j'ai le droit à la courte citation. Et on va débunker une vingtaine de ces affirmations. Ça va pas être trop compliqué à débunker, je vous le garantis. Comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, vous pouvez le constater par vous-même. La vidéo est en privé, mais vous avez bien cet épisode, Transmania, épisode bonus, 5 minutes 01, que je sortirai malheureusement très certainement suite à l'épisode 3 qui sortira demain, qui va énormément déplaire, je sais exactement ce sur quoi on va m'attaquer. Je pré-shot les arguments de mauvaise foi, j'y ai déjà répondu dans cette vidéo-là en avance pour que vous voyez à quel point vous êtes extrêmement prévisible. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai lu Transmania. Parce que j'ai lu Transmania entièrement. J'ai lu Transmania entièrement, quelques passages en diagonale et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Et Transmania, c'est pas bien. Et c'est pas bien parce que je suis un ancien transphobe déconverti et que j'ai réalisé que je m'étais trompé et que je veux juste dégommer un livre qui va pas dans le sens de mon idéologie. C'est pas bien parce que c'est un ouvrage de désinformation massif. Je ne vais pas débunker tout ce que je voulais débunker. Au total, j'avais pris une centaine de notes. Finalement, j'ai choisi 20 débunkages. J'ai choisi 30 passages. Voilà, j'ai choisi 30 passages. Et moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par l'incipit. Voilà, on va commencer par l'incipit, c'est-à-dire les premiers mots de l'ouvrage. Voilà, Meet Robert, donc rencontrer Robert, c'est écrit en anglais, d'accord. Et donc voilà comment le bouquin commence. Chantal, cela fait longtemps que je garde un secret. Et à l'aube de nos 40 ans de vie commune, j'ai besoin de te l'avouer, je suis une femme. Je me suis toujours sentie femme. Je suis enfermée dans un corps qui n'est pas le mien. Alors étonnamment, elles ont bien accordé les adjectifs en genre. Alors elles ne vont cesser de mégenrer ce pauvre Robert pendant la totalité du récit, puisque Robert va nous accompagner pendant tout le bouquin. Sachez-le, c'est un mélange de fiction documentaire absolument phénoménal. Voilà, Robert sera mégenré du début à la fin. Robert ne sera jamais reconnu comme une femme trans par les autrices, mais comme un homme trans identifié, histoire de bien rappeler à toutes les femmes trans en France que Doramuto et Marguerite Stern ne les considèrent pas comme des femmes. C'est très gentil les filles, merci beaucoup. Et là, étonnamment, c'est bien accordé. Alors c'est bien accordé aussi parce que ce sont des propos rapportés par Robert, quoi. Plus Robert, du coup, Catherine, maintenant. C'est par le truchement d'une lettre manuscrite déposée sur l'oreiller, c'est joli, du lit conjugal, que par une belle soirée de printemps, Robert annonça à sa femme que l'homme qu'elle avait épousé, était en fait une femme trans. Robert a 65 ans et il est sexuellement excité par l'idée d'être une femme. Il est ce qu'on appelle un homme autogynéphile. Ah, objection, c'est la première des choses qu'il faut qu'on débunk. L'autogynéphilie. Alors l'autogynéphilie, c'est un des arguments principaux, l'un des arguments vraiment majeurs des anti-trans. Ça fait partie des choses que moi-même, quand j'étais militant anti-trans, je m'en excuse encore d'être tombé dans cette bulle de filtre et dans cette théorie du complot complètement absurde, alors que je suis très rationnel sur le reste. En fait, les femmes trans, elles seraient majoritairement autogynéphiles. Alors l'autogynéphilie, c'est un terme qui vient du grec, ça veut dire s'aimer en imaginant qu'on est une femme, quoi. Ressentir un désir sexuel en imaginant qu'on est une femme. Et il se trouve que l'autogynéphilie, c'est un concept qui est extrêmement discuté et qui aujourd'hui est considéré comme une façon de psychiatriser la transidentité, ce qui est évidemment quelque chose qu'on ne fait pas puisque la transidentité n'est absolument pas reconnue comme une pathologie psychiatrique et n'est pas une pathologie psychiatrique. La transidentité, la question trans est en train d'emprunter exactement le même chemin que les questions lesbiennes et gays dans les années 60. À savoir, au départ, c'était considéré comme un truc qu'il fallait psychiatriser, c'était anormal, c'était même associé à la pédocriminalité. Et on va voir que elle se gêne pas là-dedans. Il y a 2-3 petits passages qui sont relativement agaçants, qui ne sont pas des liens directs, mais bon, on comprend quand même les sous-entendus. Et donc voilà, là, on ne psychiatrise pas la transidentité, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les travaux de recherche, en psychiatrie. Et d'ailleurs, il est tout à fait vraisemblable que la dysphorie de genre, on en reparlera dans ce bouquin parce que c'est intéressant, sorte des manuels également du MSD pour toute une série de raisons, ou alors que la façon dont on détermine une dysphorie de genre soit extrêmement restreinte pour que toutes les personnes trans ne rentrent pas dans une catégorie un petit peu comme ça générale qui engloberait absolument tout et n'importe quoi. C'est très intéressant, c'est que ça vient d'un mec qui s'appelle Blanchard dans les années 80. Donc la typologie du transsexualisme de Blanchard est une typologie psychologique du transsexualisme homme vers femme, créé par Ray Blanchard dans les années 80-90, qui s'appuie sur le travail de son collègue Kurt Freund. Blanchard divise les personnes transsexuelles hommes vers femmes en groupes différents. Les transsexuels homosexuels, qui sont attirés par les hommes, et les transsexuels non homosexuels, qui sont autogynéphiles. Voilà.
d'accord, hein. Les femmes trans, si elles sont attirées par des femmes, elles sont autogynéphiles. Voilà. Soit elles sont attirées par des hommes, et elles sont normales, quoi. Hein. Soit elles sont attirées par des femmes, elles sont autogynéphiles. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où c'est tiré, c'est extrêmement critiqué comme vous allez le voir. Bref. Il donne 4 types d'autogynéphilie parce que, quitte à raconter du bullshit, autant du coup essayer de rejeter quelques petits mots machin. Et les critiques scientifiques concernant la recherche et la théorie sont tout de suite venus de chercheurs comme John Bancroft, Jamie Veale, Larry Nutbrook, Charles Allen Moser, Alexandre Baril et d'autres qui prétendent que la théorie est une mauvaise représentation des personnes transgenres MTF, male to female, et que réduire l'identité de genre est une question d'attirance et non instructif. Bref. Aujourd'hui, c'est une théorie qui est largement abandonnée. Enfin, je veux dire, elle n'est pas discutée sérieusement, la théorie de l'autogynéphilie chez les personnes trans, je vous rassure. Et c'est quand même dommage parce que on est au 3e paragraphe, quoi. Le 3e paragraphe, et déjà, c'est la catastrophe. Je ne peux résister de vous raconter un petit peu, de vous lire un petit peu, de vous faire la lecture, parce que c'est du niveau bicyclette bleue, là. Mais réécrit par Marlène Schiappa et par notre ministre de l'économie. Alors dans son coffre-fort, Robert cachait tout ce qu'il lui fallait: porte-jartelles, collants, dentelles, résille, cuir, nuisettes, froufrou, string, harnais, laisse et même une paire de talons taille 45. Ah, c'est important de le préciser. Ainsi vêtu, Robert passait Voilà, vous voyez, c'est Robert maintenant. Il passait quelques heures à se masturber à 4 pattes, s'enfonçant parfois un godemiche dans le cul, hein, en l'imaginant en vagin, en s'insultant lui-même de petite chienne. Puis une fois rassasié, il rentrait à l'heure pour le dîner et redevenait ce bon père de famille respectable. Ah oui, parce qu'en fait, hein, si jamais vous avez, je sais pas, envie d'utiliser des sextoys, pour la raison qui vous regarde et que vous êtes un homme, vous n'êtes pas un bon père de famille respectable. Je suis tout émoustillé, il faut que j'appelle ma compagne là parce que je ne vais absolument plus tenir. Ainsi, Robert a décidé de faire sa transition sociale. Il a tout avoué à Chantal, puis il a fait intervenir une association spécialisée dans la lutte contre les discriminations des personnes LGBTQIA+, dans son entreprise afin de sensibiliser le personnel. Il a ensuite pris 3 semaines de congé et quand il est revenu, il portait une jupe et il s'appelait Catherine. Bien. Robert est le stéréotype qu'elles imaginent être une femme trans. Voilà. C'est le stéréotype qu'elles imaginent être une femme trans. Il se trouve que dans mon parcours militant, j'en ai rencontré quand même quelques-unes des femmes trans. J'en ai pas rencontré 2 qui avaient le même parcours avec leur conception de leur genre, de leur personne, de leur militantisme, qui n'avaient aucune d'entre elles n'avait les mêmes raisons de transitionner. C'était toutes pour des raisons différentes. J'en ai rencontré qui sont hétérosexuels, j'en ai rencontré qui sont lesbiennes, j'ai rencontré de tout type de personnes. Non. Le trans type, c'est Robert, qui prend 3 semaines d'arrêt maladie, le temps de chercher une jupe, j'imagine, et qui maintenant s'appelle Catherine. Voilà, ça commence comme ça. Si chez vous avez besoin de faire une pause pour que la pression et l'intensité sexuelle redescendent, je comprendrai. N'hésitez pas à faire une pause parce que voilà. Alors j'adore parce que à la page 15, tout en bas de la page 15, on peut lire la chose suivante à propos des nouveaux combats des féministes. L'inceste, les viols, les mains au cul dans le métro, le harcèlement sexuel au travail, les violences conjugales, les problèmes médicaux liés au manque de connaissance des corps féminins, tout ceci est passé à la trappe pour le féminisme contemporain. Alors moi, ce que je vous invite à faire, parce qu'on va pas débunker ça n'a aucun sens évidemment de débunker un truc pareil, c'est d'aller sur la chaîne de n'importe quelle féministe et de voir si elle ne dénonce pas l'inceste, les viols, les mains au cul dans le métro, le harcèlement sexuel au travail, les violences conjugales, les problèmes médicaux liés au manque de connaissance des corps féminins, voir si tout ceci est réellement passé à la trappe. C'est pathétique. Page 17. On nous dit... Alors, j'ai oublié de le mettre de côté celui-là, j'avais oublié que je l'avais débunké ce truc-là également, excusez-moi. Donc, je sais exactement où le retrouver. Et voilà, et je vais retrouver c'est exactement ce que je pensais, sur la même source que la première fois que j'avais fait la recherche. On y lit la chose suivante. Et puis, il y a les enfants, parce qu'elle protège les enfants, d'accord, ça c'est important. Les enfants à qui on explique désormais à 4 ans qu'ils doivent choisir leur identité de genre et à qui l'on administre des bloqueurs de puberté aux conséquences dramatiques sur la santé. Alors c'est dommage, parce que les bloqueurs de puberté en France, en fait, ils sont prescrits entre 12 et 14 ans. On ne donne pas de bloqueur de puberté à l'âge de 4 ans, parce qu'à l'âge de 4 ans, il n'y a pas de puberté. Voilà, tout simplement. Et donc, je trouve que cette panique morale de on donne des bloqueurs de puberté à des enfants à l'âge de 4 ans, alors il est possible
est possible que dans certains cas, on puisse retrouver, des prescriptions de bloqueurs de puberté chez des enfants très jeunes. Mais ça concerne très certainement pas la majorité des personnes trans en France. Ce seraient des toutes petites exceptions. Et on remarquera ici la présence de la source. Non, il n'y a pas de source. En France, le ministère de Solidarité et de Santé estime qu'il y aurait entre 20 et 60 000 personnes transgenres. Lorsque nous avons pris conscience de l'ampleur du problème, nous nous sommes demandé si cette impression d'être né dans le mauvais corps ne serait pas un nouveau trouble à la mode. On va revenir là-dessus, sur le fameux trouble à la mode, à moins que ce soit là que je l'ai débunké. Non, c'est plus tard. Donc, 60 000 sur 70 millions, c'est moins de 0,1% de la population. Apparemment, il y a un problème d'ampleur. Page 22, c'est pas du débunkage, c'est juste pour vous lire que d'après elle, il y a 10 commandements quand vous êtes des transgenristes, parce ce que ça veut dire. À savoir, le genre deviendra roi et le sexe tu aboliras. Alors, qu'on s'entende bien, moi je suis tombé dans ces paniques, je sais d'où ça vient de tout petits comptes Twitter de militants ou de militantes qui ont 10 ou 20 abonnés qui racontent parfois des dingueries, du style le sexe n'existe pas. Voilà. Si vous vous intéressez un tout petit peu, soit aux gender studies, soit aux militants et aux militantes trans qui en parlent de façon sérieuse, vous n'entendrez aucune d'entre elles vous dire que le sexe tu aboliras. Personne ne dit ça. C'est complètement absurde. Et c'est le genre de truc qu'on peut retrouver dans Valeurs Actuelles et qu'on regrette de retrouver dans un bouquin. Le 7e des commandements, c'est les espaces des femmes, tu coloniseras. Alors ça, on va en reparler, la théorie de l'entrisme trans. On va beaucoup en reparler dans cet épisode. C'est vraiment cette impression qu'en fait, les femmes trans, elles veulent accéder aux espaces féminins pour les coloniser. Voilà. Alors par contre, la vraie colonisation de la Palestine par l'État d'Israël, ça les intéresse qu'à moitié. Mais par contre, la colonisation imaginaire des femmes trans, bref. Les enfants, tu vampiriseras, il est beaucoup question d'enfants, on reviendra dessus dans la vidéo de demain. Et enfin, dans toutes les sphères de la société, tu t'infiltreras. Voilà. Vraiment une théorie de l'entrisme. À les écouter, en fait, il y a un entrisme islamiste et un entrisme trans en même temps, d'ailleurs. Parce que c'est bien connu que les islamistes sont particulièrement friands des communautés LGBTQIA+, qui est vraiment juste du complotisme de bas étage. Parce qu'en fait, il faut le prouver. S'il y a un réel entrisme, il faut le prouver. Alors, il n'y a pas de source. Ça nous explique juste que de temps en temps, il y a des émissions. Voilà. Sur France 2, sur Netflix. Voilà. Ça colonise les ministères. Nos ministres sont trans, vous ne saviez pas. Nos universités, etc. Bref. Allez, on avance un tout petit peu. Page 32. Donc page 32, donc il y a de nouveau un petit paragraphe sur Robert, mais j'ose pas vous le lire parce que c'est trop chaud. Sur les réseaux sociaux, des femmes trans, entre guillemets, que nous appelons hommes trans féminins, voilà, histoire de bien juste ne pas simplement les genrer correctement. Donc des femmes trans, entre guillemets, comme Robert, se permettent d'expliquer à des femmes ce que c'est que d'en être une. Ils disent être plus belles, plus désirables, comme si la valeur d'une femme résidait uniquement dans sa plastique et la libido qu'elle réveille. Alors c'est drôle parce que quand moi-même j'étais dans des bulles transphobes, tous les jours je les voyais ces messages-là, tous les jours je les voyais passer. Et maintenant que j'ai quitté ma bulle transphobe, je me rends compte qu'en fait les militants et les militantes trans n'ont qu'une seule envie, c'est qu'on leur foute la paix et qu'on leur laisse vivre leur vie. Ils n'en ont et elles n'en ont rien à faire, qu'on les compare physiquement à qui que ce soit. Il va falloir qu'on débunk une affirmation qui se trouve page 53. On a par exemple certains... Ah, alors attendez, parce qu'il y a deux choses qu'il va falloir débunker ici. La première des choses, ça va être... Oui, exact. Alors, il faut qu'on parle de la dysphorie de genre. Parce que la dysphorie de genre est souvent invoquée. Et il se trouve que la dysphorie de genre, c'est un thème qui est abordé depuis assez peu de temps. Et on n'en sait pas grand-chose de la dysphorie de genre pour l'instant. On n'en sait pas grand-chose dans l'épidémiologie. On n'en sait pas grand-chose dans la façon dont il faut la considérer. La dysphorie de genre, pour l'instant, telle qu'elle est décrite, est une sorte de gigantesque spectre dans lequel tout le monde plus ou moins peut se reconnaître. C'est-à-dire que par exemple, dans les critères qui permettent de dire si oui ou non vous êtes dysphorique de genre, vous avez des trucs du style ne correspond pas totalement aux stéréotypes sexistes associés aux hommes ou aux femmes. Oui, ça concerne le monde entier. Et donc, les travaux sur la dysphorie de genre actuellement, ils consistent pas réellement à chercher combien il y a de personnes dysphoriques, comme vous allez pouvoir le voir dans un article ici, mais plutôt de se dire, mais c'est quoi précisément la dysphorie de genre ? Et est-ce que ça concerne réellement les personnes trans ? Est-ce qu'on peut être trans sans être dysphorique ? Et la réponse, elle est oui. C'est absolument évident. Est-ce qu'on peut ressentir une forme de dysphorie de genre minime, qu'aujourd'hui on considérerait comme telle parce que la définition est trop large et demain on la considérera plus comme telle, sans jamais se considérer comme trans ? Absolument. Et l'article précise bien. Transgenre,
c'est un terme parapluie qui peut désigner beaucoup de choses. Et ce que nous dit l'article, c'est que, en fait, la prévalence de la dysphorie, on ne peut pas vraiment la connaître. On ne peut pas vraiment la connaître parce qu'on ne comprend pas très bien ce que c'est que la dysphorie, parce qu'elle est trop mal définie, parce qu'elle est trop large. Et parce que si on utilise tous les concepts qu'on met actuellement dans la notion de dysphorie de genre, tout le monde est dysphorique. Et du coup, si on en croit certaines études, on peut arriver à des chiffres du style 4,6%, 3,2% en termes de dysphorie de genre, ce qui est évidemment beaucoup trop élevé. Et donc, ça explique l'article, c'est qu'il va falloir à un moment donné dissocier la notion de dysphorie de genre avec la notion de transidentité. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une seule personne trans qui souffre de dysphorie de genre. Ça ne veut certainement pas dire ça. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui m'en parlent. Il y a des personnes qui me parlent, en particulier pendant les syndromes prémenstruels et pendant les règles, d'une dysphorie de genre très importante. Il y a des personnes qui en parlent ouvertement de ce genre de choses. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut simplement dire que vouloir faire la confusion entre dysphorie de genre, parce que c'est un terme un petit peu médicalisant, un petit peu psychiatrisant, et la question trans en général, c'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi, ça va à l'encontre de ce qu'on sait. Personne ne dit ça dans les milieux scientifiques et c'est agaçant. Et derrière, vous avez écrit au calme. Beaucoup d'hommes qui sont dans la situation de Robert ne vont pas jusqu'à la transition, ils ont trouvé d'autres parades, comme le fait de se déclarer non-binaire pour échapper aux attentes genrées. D'autres encore transitionnent, car leur micro-pénis ne leur permet pas d'avoir une vie sexuelle satisfaisante. Alors, j'ai pas trouvé la source, parce que il y en a pas. On peut avoir un micro-pénis et avoir une vie sexuelle tout à fait satisfaisante, j'en suis absolument convaincu. On peut avoir un grand pénis et avoir une vie sexuelle absolument vide, qui nous désole. Mais surtout, quand on va lire l'article plus complet qu'on trouve sur Internet, qui est sur Wikipédia, elle est très sourcée, sur la transidentité, qui explique, entre autres, quelles sont les hypothèses de la cause de la transidentité. J'ai cherché vraiment tout ce qui se rapproche au terme pénis. Là, j'ai ça. J'ai en 2018, les femmes trans et transgenres apparaissent en 5e position des recherches sur Pornhub. Bon, voilà, les plus souvent recherchées par des hommes hétérosexuels cherchant des femmes trans avec des pénis. Je n'ai pas trouvé la moindre source qui permettrait d'affirmer que les gens comme Robert, ils transitionnent parce qu'ils ont un micro-pénis et donc qu'ils ont une vie sexuelle non satisfaisante. C'est... J'ai pas les mots, c'est désastreux. Une fois lancé sur la piste du truculent Robert, qui a encore le droit à un joli paragraphe bien. Une fois lancé sur la piste du truculent Robert, nous avons commencé à nous documenter sur des médias tels que Redux. Ah, très intéressant. C'est très intéressant parce que Redux, c'est la première source de désinformation, mais pensée comme de l'information par les transphobes, qu'elles utilisent pour pouvoir dire regardez. Redux, qu'est-ce que c'est ? Redux, grosso modo, je ne vais pas vous spoiler, on va lire un tout petit article après dans un instant. C'est un site internet dont le seul objectif est de repérer toutes les personnes trans dans l'univers qui n'auraient pas mis la main devant la bouche en éternuant pour en faire un article et expliquer qu'ils veulent mutiler vos enfants et qu'ils assassinent les femmes et qu'ils veulent faire de l'entrisme, etc. Redux a été épinglé un nombre incalculable de fois pour soit ces fake news, complètement ces fake news. Là, vous avez cet article-là que je vous recommande, c'est délicieux de voir comment il manipule complètement les faits. Je ne vais pas tout décrire parce que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais surtout, Redux, qu'est-ce que c'est ? Redux, c'est un site web canadien d'extrême droite, anti-transgenre, dirigé par Anna Slatz. Retenez ce nom parce qu'il va revenir dans l'article. Le site, elle était connue sous le nom d'Anna De Luca. Slatz a une longue histoire d'activités d'extrême droite, d'homophobie, de racisme virulent et de contribution à des médias d'extrême droite tels que Rebel News et The Post Millennial. On va avancer un tout petit peu. La cofondatrice et rédactrice en chef Redux, Anna Slatz, a une longue histoire d'activisme d'extrême droite. Elle a d'abord acquis une notoriété en 2018 pour avoir publié sans critique une lettre à l'éditeur d'un activiste ouvertement néo-nazi, nommé Michael Thurlow, pour le journal étudiant de l'Université du Nouveau-Brunswick, qui faisait l'éloge du système des pensionnats notoirement abusif du Canada et insistait sur le fait que les Juifs étaient complices et cherchaient à contrôler le monde, puis doubler la mise et défendre la lettre. Elle ne s'est jamais excusée, elle a été destituée par le conseil d'administration du journal après une vague de démission. Elle a été journaliste justement pour Rebel News, un site d'extrême droite anti-djihad, anti-musulman, qui a l'habitude d'employer de grands... Et vous êtes au courant que djihad, c'est un des mots qui apparaît le plus dans le roman Dune. Vous savez que djihad, c'est un mot qui a une définition. Elle a été reprise par d'autres sites d'extrême droite comme The Post Millennial.
Elle a une œuvre homophobe qui s'est moquée en 2023 d'un TikToker gay qui a révélé son diagnostic du VIH charmant. Elle a été critiquée par certains transphobes pour son homophobie. Fred Sargent, une figure majeure du mouvement anti-trans et l'un des plus éminents partisans du groupe haineux anti-trans LGB Alliance, a qualifié Schatz lui-même de raciste et homophobe haineux. Et a écrit que son caractère méprisable est quelque chose qu'elle les supporters s'excusent, c'est traduit un petit peu automatiquement. Bon, elle a publié autre chose, d'accord. Elle a publié un site qui s'appelle The Publica. C'est une publication sœur de Redux orientée vers le racisme en général et la politique d'extrême droite, voilà. Également fondée et éditée par Anna Schatz, qui publie généralement des histoires sur des migrants violeurs, des migrants qui causent des problèmes de logement, des sujets de guerre culturelle, blablabla. Bref, la transphobie, l'extrême droite, tout ça, vous savez ce que j'en pense désormais. Donc voilà où est-ce qu'elles vont chercher leurs informations. Alors elles citent également 4W, qui est exactement du même acabit, ou Feminist Current, qui est vraiment tout aussi catastrophique. Je vous laisserai rechercher par vous-même, j'avais prévu des liens, mais la vidéo va être vraiment très très longue. Page 67. Il va falloir que Robert il évite la prison, parce que Robert, comme c'est une femme trans, c'est un agresseur sexuel, évidemment. Et donc Robert, ce que va vouloir Robert, c'est aller dans une prison pour femmes. Et donc ça, c'est la grande question des femmes trans qui violent en prison. Double problème. Le premier problème, c'est que Dora Muto avait déjà affirmé que les femmes trans violette en prison, il y a actuellement en France, alors écoutez bien ce chiffre-là, alors asseyez-vous, il y a actuellement une femme trans dans une prison pour femmes actuellement en France. Je vous assure que l'État est débordé. Bref, un avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté publié en juillet 2021 expliquait les difficiles situations des détenus transgenres. Donc grosso modo, c'est un article qui contredit formellement l'affirmation selon laquelle les femmes trans en France seraient des agresseuses sexuelles en prison. Évidemment, c'est parce que le livre dit oui, mais c'est comme ça à l'étranger, en Grande-Bretagne, et donc ça va arriver comme ça en France. Alors, qu'on se comprenne bien, si vous me demandez si c'est une bonne idée d'enfermer une femme trans dans une prison pour femmes, quand cette femme trans a justement été accusée de viol. Si vous me demandez si c'est une bonne idée, ma réponse c'est non. C'est pas une bonne idée, à l'évidence. Si vous me demandez si c'est une bonne idée d'enfermer cette même femme trans dans une prison pour hommes, ma réponse c'est encore non. Le problème en fait avec ces discours, c'est que c'est des discours sans solution, ce sont des discours idéalistes. Parce que les femmes trans en prison, c'est l'enfer sur Terre. Femmes trans en prison, ostracisées et discriminées, c'est l'Observatoire international des prisons qui publie ce long article que je vous recommande, qui est passionnant, à l'encontre des normes internationales. Les femmes trans continuent en France d'être détenues dans des prisons pour hommes, tenues à l'écart du reste de la détention pour leur protection. Elles sont regroupées dans un quartier dédié, placées à l'isolement, ou contraintes de se reclure d'elles-mêmes dans leurs cellules. Où qu'elles soient détenues, leur quotidien est marqué par des conditions d'incarcération particulièrement difficiles et des violences, le plus souvent symboliques, mais parfois physiques et même sexuelles. Et donc, ça commence en fait à m'agacer d'avoir ces discours idéalistes, ultra simplistes, qui vont te parler d'un sujet qui n'est un non-sujet parce que ça concerne une personne actuellement en France, et qui en plus de ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes contente que les femmes trans soient enfermées dans des prisons pour hommes et subissent violences physiques et viols ? Vous en êtes là. Vous en êtes à ce degré de perte absolue d'empathie pour les femmes trans, pour considérer qu'en fait, à partir du moment où elles ont commis un crime, quel que soit leur crime, elles méritent ce qui va leur arriver en prison. Moi, je suis absolument désolé. Donc voilà, cette partie Robert évite la prison, il y a beaucoup de choses assez absurdes là-dedans, mais on va avancer. On va avancer à la page 92. Là, on était à la page 67, en l'occurrence. Et page 92, il y a encore une bêtise qui est racontée. Donc là, on a carrément un témoignage qui n'est pas sourcé, donc on va considérer que le témoignage est vrai. Alexandra, intersexe, qui considère que le transgenrisme lui nuit. Et là, il y a un problème. C'est que là, en fait, elles sont en train de faire la comparaison dans ce chapitre-là entre les opérations de réassignation chirurgicale et les mutilations génitales. Et les mutilations génitales, c'est une vraie question qui concerne pour le coup les personnes intersexes. C'est une question pour laquelle, pour l'instant, pas grand monde a de réponse parfaite à apporter. L'une des meilleures réponses qu'il semble devoir apporter, actuellement qu'on semble devoir apporter, c'est de ne pas faire de chirurgie chez les intersexes à la naissance. Parce que ça prive complètement l'adulte en venir de pouvoir décider de ce qu'il souhaite faire, soit rester intersexe. Je veux dire, où est le problème ? S'il n'y a pas de problème de conséquences pour sa santé, soit de choisir ensuite une chirurgie pour développer un organe génital mâle ou femelle, j'en sais rien, masculin ou féminin, peu importe comment vous l'appelez. Et donc ça, c'est une véritable question. La question des mutilations chirurgicales chez les intersexes, c'est une vraie question d'éthique médicale, une vraie question qu'il faut qu'on se pose collectivement, qui est complètement dévoyée pour laisser sous-entendre que les transsexuels qui changeraient de sexe subiraient des mutilations génitales, alors que les changements de sexe sont après évidemment 18 ans, dans l'extrême majorité des cas en France. Donc,
désiré, consenti, suivi, ça se fait pas en claquant des doigts, hein. On va le voir dans le bouquin, elle donne des chiffres, elle s'alerte des chiffres, mais moi je m'alerte aussi des chiffres, mais pour la raison complètement opposée. Et je trouve ça répugnant en fait, de récupérer ça. Ça c'est page 92, je trouve ça absolument répugnant. Page 106 et 107, finalement j'ai pas fait le debunk je crois. Voilà, il parlait de la dysphorie de genre en expliquant que le diagnostic était très rare et qu'aujourd'hui, en fait, il y a une explosion des dysphories de genre. Alors, je vous avais retrouvé l'article qui montrait que le nombre de dysphories de genre, si réellement on parle de dysphorie de genre, on en a parlé il y a un instant, en fait, est en diminution légère depuis 2017, entre 2017 et 2022. Je vais essayer de vous retrouver ça. Et donc, non, on n'est pas du tout sur une explosion de la dysphorie de genre, c'est même plutôt l'inverse. On a plutôt tendance à voir apparaître une légère inflexion du nombre de personnes qui diagnostiquées en dysphorie de genre. Peut-être aussi parce qu'on connaît mieux la question trans aujourd'hui et qu'on la psychiatrise moins, c'est possible également. Je ne sais plus où c'est, j'essaierai de vous le retrouver. C'était sous mes yeux depuis le début, voilà l'article. Traduit directement, contagion sociale, une théorie transphobe démontée par une étude américaine. Donc l'étude, j'ai énormément de mal à la trouver, je n'ai accès qu'à l'abstract, alors que l'article ici décrit un petit peu plus l'étude, c'est pour ça que je vous ai choisi l'article. Et là vous voyez par exemple, on nous dit que les données ont révélé que le pourcentage de jeunes affabs s'identifiant ouvertement comme transgenres ou de genre divers a en réalité légèrement diminué, passant de 1,9% en 2017 à 1,4% en 2019. Et qu'en plus de ça, les jeunes femmes assignées femmes à la naissance n'étaient pas surreprésentées parmi l'ensemble des adolescents trans, comme c'est rappelé en permanence dans cet ouvrage. Donc c'est faux. Donc cette affirmation est fausse. Page 117, encore une petite bêtise. C'est la fameuse contagion sociale dont je vous parlais. Voilà l'article qui débunk un petit peu l'idée de contagion sociale. Page 133 désormais. Page 133, on trouve quoi ? Ah oui, on retrouve celle qui regrette. Alors là, donc, vous avez une étude qui a été menée sur 952 personnes trans quand même, qu'on a évaluée après 4 ans de prise d'hormones. 19% des hommes et 36% des femmes arrêtent le traitement. Très bien. 19%, 36% des gens qui regrettent, qui détransitionnent. Non seulement, c'est un double mensonge. Premièrement, ces chiffres-là, ils existent, on les connaît bien. 0,33% seulement de cas de détransition, au maximum 0,99% selon les études un petit peu sérieuses, mais surtout l'étude qu'elle cite. Donc là, vous voyez, elle est notée. Vous voyez, je n'invente rien, elle est notée numéro 140. C'est la 140e source parmi toute une série d'articles, de journaux, de citations et d'autocitations qu'on retrouve dans la biographie. C'est pathétique. Et donc l'article, la source qui est citée s'appelle... je vais vous la retrouver... Je ne sais plus à quel endroit ça se trouve. La numéro 140. Je vais essayer de vous la retrouver. Si je ne vous la retrouve pas, ça n'est pas grave. Donc c'est un article qui s'appelle Detransitioning among transgender and gender diverse people, an increasing and increasingly complex phenomenon. Ça a été publié dans une revue qui s'appelle The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism le 9 octobre 2022. Et je pense que j'ai ouvert la mauvaise source. Donc je vais tout de suite faire en même temps que vous me suivez une recherche pour vérifier que l'article dise bien ce qu'il dit, puisque je les ai quand même surprises à une ou deux reprises à citer des articles qui ne disaient pas ce qu'elle prétendait que l'article prétend. Alors, donc voilà la ressource bibliographique. Est-ce qu'on a bien ces taux de transition ? Ah bah alors non, donc voilà l'article en question. Bah écoutez, j'ai bien fait de le vérifier avec vous. Donc je vous relis très précisément ce qu'elle décrivent pour que vous voyez encore une fois la manipulation et le mensonge, parce que là c'est un mensonge. Ça ne peut pas s'appeler autrement qu'un mensonge. Je suis désolé de dire que c'est un mensonge. Je répète, elles écrivent. Une étude menée sur 952 personnes trans sous hormones a évalué qu'après 4 ans, 19% des hommes et 36% des femmes arrêtaient le traitement. On clique sur l'article. Que nous dit l'article ? L'article s'intéresse au taux de détransition qu'ils annoncent être de 11% chez les femmes trans et de 4% chez les hommes trans. Voilà. Parmi ceux qui ont détransitionné, 36% expliquent que c'est une pression des parents, mais c'est pas 36% qui ont arrêté le traitement. C'est un chiffre qu'elles ont juste déformé, quoi. Ça va pas, quoi.
Ça va pas. Le taux de regret peut être sous-estimé parce que on n'arrive pas à les suivre. 36% des personnes, on ne les a pas suivies. Là, ici, encore, on retrouve le 36%. Mais il n'y a pas écrit que 36% des personnes détransitionnent. C'est faux, c'est un mensonge. Et ça, je les ai surprises vraiment à plusieurs reprises dans le bouquin à faire des choses comme ça. C'est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais inquiétant, je trouve. Inquiétant. L'entrisme de l'idéologie transgenre dans les écoles. Page 147. Alors Robert, il a encore des tonnes de trucs à nous raconter. Ça tombe bien parce que on sait exactement quels sont les contenus des cours donnés par l'éducation nationale à partir de la primaire jusqu'à la fin du lycée, dans l'éducation à la sexualité et au consentement. Et donc, on avait déjà fait des épisodes là-dessus. On avait déjà fait des épisodes où on avait lu en détail. Donc, je vais simplement vous relire l'iconographie principale à retenir. Donc, à propos de l'entrisme trans, on peut quand même constater que là-dessus, elles ont raison, puisque parmi les points qui sont évoqués, il y en a un, effectivement, qui parle d'identité sexuée. Voilà. Sinon, connaissances biologiques, anatomie, physiologie, transmission de la vie, puberté, prévention sida, IST, contraception, IVG, estime de soi, confiance en soi, relations aux autres, émotions et sentiments, orientation sexuelle, compétences psychosociales, rôles sexués et stéréotypes, etc. Bref, ça pour elle, c'est donc de l'entrisme dans les écoles, c'est du foutage de gueule absolument intégral. On sait très exactement ce qui est fait. Alors c'est vrai que le suivi n'est pas tout à fait strict dans les écoles, et de temps en temps on lit 2-3 dingueries. Je le reconnais, sauf que l'éducation nationale, non, il n'y a pas d'entrisme, l'éducation nationale encadre. Pourrait encadrer un petit peu plus, mais ce qu'on est censé enseigner à ces moments-là. On apprend en page 163 que les Gay Pride avec leurs drag queens ont toujours ressemblé à des antichambres de clubs échangistes. Alors là, ce qui est bien avec la source pour prouver cette affirmation, c'est que il y en a pas. À ciel ouvert. La grande nouveauté, c'est la présence massive d'enfants. Ils n'ont rien à faire là. Que se passe-t-il donc dans la tête des parents ? Alors, c'est drôle parce que du coup, je me suis allé me renseigner pour savoir qu'est-ce que c'est qu'en fait ces orgies à ciel ouvert pendant les Prides. Et effectivement, j'ai retrouvé un article qui raconte qu'à la fin d'une Pride, il y a eu une orgie d'une centaine de personnes aux îles Canaries. Voilà, en 2024. Et ils s'étaient passés pareil en 2023. Pour le reste, j'ai pas trouvé grand-chose. Des orgies à ciel ouvert devant des enfants. J'ai fait quelques recherches. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Je suis tombé sur 2-3 sites sur lesquels je regrette d'avoir cliqué. Vous pensez bien. C'était la page 164. À la page 165. Là, ça va plus du tout. Cette ambiance nous rappelle les années post-68. À l'époque, certains intellectuels et journaux français comme Libération faisaient la promotion de la pédophilie heureuse et non violente. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un énorme problème d'essayer de faire une comparaison sans vraiment le dire entre la transidentité et la pédocriminalité. Elles osent dire derrière, ceux qui s'y opposèrent furent accusés de faire partie de la tyrannie bourgeoise pour montrer qu'elles sont dans le camp du bien. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Page 185, elles sont indignées, et moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Page 185, on nous dit qu'il y a un entrisme dans l'hôpital public, d'accord ? Il existe 10 unités en France spécialisées dans l'accueil des moins de 20 ans qui se déclarent trans. 10 unités. Voilà, non, pour elle, c'est trop. C'est-à-dire qu'au début, on nous dit qu'il y a 60 000 personnes trans, 20 000 à 60 000. Ça veut dire qu'il y a une unité pour 1000 personnes trans, quoi. Bon, voilà. Comment voulez-vous que les personnes trans en France puissent être suivies s'il n'y a que 10 unités pour les suivre ? Elles sont scandalisées. Pour elles, c'est la preuve d'un entrisme. Pour moi, c'est la preuve d'un je m'en foutisme de l'État français. J'ai pas vérifié ce chiffre, mais il n'est pas impossible qu'il soit faux. Page 198, panique morale dans laquelle je suis tombé. On nous dit que le mot femme disparaît et que le vocabulaire scientifique et médical également. Voilà. Donc, on va tout de suite aller vérifier si le mot femme est toujours, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme une encyclopédie médicale en ligne. Tiens, encyclopédie médicale en ligne, voilà, et puis on va aller constater que il y a pas de, le mot femme a disparu, quoi. Donc je vais taper le mot femme et puis vous allez voir que je n'aurai absolument aucun résultat. Oui, bon, d'accord. Là, il semblerait que j'ai plusieurs milliers de résultats, mais mis à part tous ces résultats, le mot femme a disparu du vocabulaire médical. Évidemment, c'est parfaitement absurde. Elles nous disent également qu'il
il est communément admis chez les communautés trans que le sexe est un spectre. Et ça, c'est quand même relativement pénible de lire une chose pareille, parce que non, le sexe n'est pas un spectre, ce n'est pas ce que disent les gender studies. En revanche, les gender studies un petit peu sérieuses, et je vous laisserai lire l'article si ça vous intéresse, nous disent quoi ? Nous disent que l'idée qu'il n'y ait que deux sexes, c'est une idée qui est extrêmement simpliste. Qui est une idée simpliste et qu'il faut dépasser. Et l'article est très long, d'accord ? Je vous recommande sa lecture, il est absolument passionnant. Vous pouvez le traduire directement en français si jamais vous le souhaitez. Tout est dans la description de toute façon de la vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi dire il existe deux sexes biologiques, c'est compliqué. Juste par rapport à la pédocriminalité et la transidentité, voilà une page qui est dédiée justement aux théories complotistes du pédopiégeage LGBT. Donc c'est une théorie du complot qui est fondée sur un prétendu pédopiégeage qui serait le fait de personnes LGBT à travers des agissements visant à amadouer des enfants à des fins sexuelles, éventuellement par voie électronique. C'est là qu'il parle de grooming, entre autres. Bref, c'est de la pure théorie du complot, hein. Je vous laisserai lire tout ça si ça vous intéresse. C'est absolument incroyable parce que je vous assure que je ne vous lis pas. J'ai noté à chaque fois en un mot tous les points que je vous ai soulignés. Je vois que la vidéo fait déjà 35 minutes et j'ai des choses encore à vous dire, mais c'est pour vous dire à quel point cet ouvrage est vraiment, vraiment catastrophique. Page 213, on apprend qu'il y a les agressions physiques commises par les personnes trans sur les gentilles femmes qui veulent pas que les trans aient des droits, les menaces, le harcèlement en meute, les pertes d'emploi, la cancel culture, la fameuse cancel culture, oui. Et il y a les appels à prendre les armes et les tueries, les prémices d'un terrorisme trans. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme preuve de terrorisme trans ? On n'a pas grand-chose. On a malheureusement le massacre à Nashville qui s'est produit où effectivement l'auteur serait un homme trans, je ne sais même pas si c'est complètement vrai, qui s'appelait Audrey Hale. Et puis on a un deuxième exemple d'Alec McKinney. Donc, il se trouve que parmi les terroristes, on va retrouver des personnes trans, oui, ils existent, donc ils peuvent commettre des attentats, de même que je suis absolument certain qu'il existe des terroristes qui ont les cheveux longs, des terroristes qui ont les cheveux courts, terroristes qui supportent tel ou tel club de foot, je ne suis pas surpris. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de terrorisme à propos des personnes trans, la Russie a ajouté les LGBT à sa liste des terroristes et des extrémistes, par exemple. C'est-à-dire qu'eux sont considérés par certains États et par certaines organisations comme des personnes terroristes. Et ce qui est d'autant plus intéressant et dramatique, c'est que le nombre de personnes trans assassinées chaque année, il est autour de 500 en général. Donc là, c'était un article de 2017 de Libération. Et donc, quitte à parler de terrorisme, en fait, quand on fait un travail sérieux et quand on veut être un tout petit peu honnête, on parle. Non pas des faits divers, mais on parle de ce qui fait système. Et ce qui fait système, c'est que les trans subissent de la violence et malheureusement des assassinats. Bien plus qu'ils n'en commettent. Page 227. Ah oui, alors là, c'est magnifique. On a tout un paragraphe qui nous explique comment le transgenrisme met la pression aux entreprises et aux médias. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand on s'intéresse un petit peu à ce que produisent justement les organismes de recherche français, ils nous disent que c'est tout l'inverse. Eux, ils nous disent que dans les médias, c'est plutôt de la transphobie. C'est plutôt de la transphobie. Il y a une étude qui avait analysé 21 médias français différents sur leur façon en 2022 dont ils avaient parlé des transidentités pour nous expliquer que c'était globalement absolument catastrophique. Et donc en plus de ça, quand elles nous disent que le transgenrisme met la pression aux entreprises et aux médias, mais qu'est-ce qu'on a en fait ? Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Oui, bon d'accord, sur Disney de temps en temps, oui, il y a des personnages trans, oui, bon d'accord, ok, super. Ok. Je sais pas, quelles personnes trans dirigent les médias ? Enfin, je veux dire, qui sont les présentateurs trans ? Qui sont les stars du cinéma trans ? Enfin, je veux dire, le transgenrisme met la pression aux entreprises et aux médias. Enfin, vous voyez, mais c'est juste la théorie du complot de l'entrisme, en fait. Mais il n'y a rien pour étayer ce genre de choses. On aimerait bien des sources là-dessus. Page 248-249. On revient sur le concept de stérilisation forcée. Donc là, elles disent, moi je veux bien que vous disiez que vous n'êtes pas un homme et que vous êtes une femme, à la seule condition que vous fassiez l'opération. C'est-à-dire qu'elles veulent décider, pour les personnes trans, qu'elles doivent faire l'opération pour pouvoir réutiliser la dénomination homme ou femme. On va revenir dessus dans un instant. Et écoutez ce qu'elles osent dire. Qualifier de stérilisation forcée le fait qu'on attende de vous que vous alliez au bout de votre démarche et que vous fassiez un changement de sexe médical pour pouvoir changer de sexe à l'état civil, c'est un procédé malin pour se placer en victime. Dora, Marguerite... vous n'ignorez pas que beaucoup de mots sont polysémiques. Vous n'ignorez pas, j'ai pas préparé d'exemple en tête, mais je sais pas, le mot race par exemple. Vous n'ignorez pas que le mot race, quand il est utilisé par quelqu'un qui travaille pour la classification des espèces animales, n'a pas du tout le même sens que le mot race quand il est utilisé dans un média d'extrême droite. Ce que j'essaye de vous dire à travers cet exemple, c'est que vous essayez de faire croire que la question de l'utilisation des mots hommes et femmes est une pure question sémantique, alors que il suffirait simplement que vous vous intéressiez aux gender studies pour que vous compreniez que la notion d'homme et de femme en biologie
n'a pas la même définition que la notion d'homme et de femme quand on s'adresse à la question du genre. Ça ne veut pas dire la même chose, ça ne se représente pas de la même façon. Vous demandez à un endocrinologue, je vais y arriver, de nous dire ce que c'est qu'un homme et une femme, il va vous en donner une définition qu'on attend d'un endocrino. Vous demandez à quelqu'un qui est spécialisé dans la question du genre, homme et femme, vous lui demandez ce que c'est qu'une femme, il va vous parler également du stéréotype, il va vous parler également du ressenti, vous voulez pas l'entendre, mais de ce que c'est que l'expérience vécue, ressentie d'être une femme, que les femmes nous décrivent et que les femmes trans nous décrivent. Et vous essayez de faire passer ça pour une simple question sémantique, mais c'est pas de la sémantique. Il y a derrière la façon dont ces mots sont utilisés des concepts qui ne font pas appel aux mêmes choses. Et l'ignorer devient assez ridicule en fait aujourd'hui. Page 251, juste après. Actuellement en France, les transgenristes cherchent aussi à faire passer des lois anti-discrimination pour qu'un homme biologique qui se déclare femme puisse être incarcéré dans une prison de femmes ou jouer dans les sports féminins. Alors, la présence des trans dans les sports féminins, c'est le sujet absolument préféré de tous les militants trans. Non, je déconne, ils n'ont absolument rien à faire. Il n'y a que les transphobes qui en parlent. C'est les seuls à en parler. Alors, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer un top 10 des femmes trans en France. Voilà, pour que vous puissiez le voir. Qui ont remporté du coup une compétition officielle en sport. Alors, donc je vais vous citer les 10 femmes trans en France les plus connues à avoir remporté une compétition de sport féminine. Voilà, bon bah il n'y en a pas, littéralement zéro. Ah alors si, alors on a un exemple d'une femme trans qui concourt effectivement, avec des femmes. Ça doit vous choquer, je pense que vous êtes hautement choqués. C'est une femme qui s'appelle Yosha Iglesias, d'accord, qui est française et qui concourt dans les compétitions sportives. Je vais vous le retrouver. Voilà, la voilà. Dans la compétition du coup sportive d'échecs. Ouais. Bon, voilà, joue aux échecs quoi. Et elle aimerait jouer aux échecs avec des femmes. Voilà. Elle est maître internationale quand même, hein, donc juste un peu de respect. Bon voilà, je veux dire, c'est la panique c'est la panique pour rien du tout quoi. On avance, page 272. Pourquoi j'ai mis point d'interrogation ? Je suis pas sûr de vouloir utiliser cet extrait. Pourquoi je dis ça ? Ah, les coûts du transgenrisme à la France. Alors là. Il faut quand même que vous vous accrochiez sur un point, parce que effectivement, on découvre les sommes que reçoivent les associations qui luttent pour les droits des trans. Des sommes parfois publiques. Alors parfois c'est beaucoup, hein, parfois c'est une centaine de milliers d'euros, tout ça. Mais elles ont quand même pris le soin de citer 2 exemples assez choquants, donc je vais vous les citer, parce que là effectivement, l'association Out Trans, entre 2013 et 2016, est-ce que vous avez une idée de combien ils ont reçu de subventions de la région Île-de-France ? Parce qu'elle donne le chiffre et que le chiffre est complètement dingue. Accrochez-vous. Hein. En 4 ans, 2013, 2014, 2015, 2016, elles ont reçu, accrochez-vous, 7 976 €. Mais net d'impôts, hein. C'est des assos, hein. Ah, rends l'argent. Bref. Vous avez une autre association qui, en 2021, a reçu la somme de la part de la DILCRA. Oh la vache. De 5 000 €. Net d'impôts encore. Hein. Ah, 5 000 €, c'est un épisode de Pas du Ring. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi. Bref, le planning familial, toujours page 274, qui est totalement acquis à l'idéologie transgenre, est financé à hauteur de 2,8 millions d'euros par an par l'État. Alors, donc on va aller voir du coup la page du planning familial pour savoir un petit peu en quoi ils sont complètement soumis à l'idéologie transgenre. Donc c'est vrai qu'ils font des articles sur la transidentité. Et donc, quand on voit sur les contenus du planning familial, de quoi parle le planning familial ? Eh ben, regardez, que des trans. Partout. Enfin, juste là, en fait. Mais sinon, ça parle de tout le reste.
l'éducation à la sexualité, avortement, contraception, VIH, sida, IST, violence, les consultations, les animations extérieures, les formations, le programme, l'agenda, le mouvement en général, le féminisme, l'éducation populaire, les droits humains, l'accès à la santé et aux droits. Ah là là, le planning familial, hein, qui parle plus que des trans. Et quand bien même le planning familial voudrait parler un jour plus que des trans, où serait le problème? Page 279, on a donc Nina Story, donc une influenceuse qu'elles appellent l'influenceur transféminin. Hein. Merci beaucoup. Qui explique que sa transition, la vaginoplastie, lui a coûté 20 000 euros. C'est une affirmation qu'elles auraient peut-être dû vérifier parce que le coût total d'atteinte pour vaginoplastie et mammoplastie, c'est plutôt 9 000 euros, chiffre que j'ai pu vérifier à plusieurs reprises. C'est légèrement en dessous de 10 000 euros. C'est pas bien grave, mais c'est juste pour montrer, encore une fois, que voilà, il y a pas mal d'exagération. Page 327. Putain, c'est long ce truc. Page 327. Alors, page 327. Elles abordent la question, hein, sans vraiment dire que c'est complètement faux. Les perturbateurs endocriniens nous rendraient-ils queer? Je suis désolé. Il faut débunker ça, vraiment. C'est Ségolène Royal qui a dit ça. Voilà. Bon, ça a été débunké. Hein. Non, rien ne prouve que les perturbateurs endocriniens augmentent le nombre d'enfants trans. Ah, mais on est vraiment assez contre nature, hein, mais formulé un petit peu différemment. Alors pourquoi il y a plus d'enfants trans? Alors, on a vu qu'il y en a un peu moins. Mais bon, supposons qu'il y en ait plus. Certaines personnes étiquetées complotistes, elles se protègent du coup du terme complotiste par les médias, véhiculent d'autres thèses assez épicées. Et plutôt que de dire que ce sont des thèses complotistes, elles vont en parler et les développer un peu. La surpopulation mondiale posant un problème de développement durable, il pourrait être envisagé de réduire la population mondiale en stérilisant une partie de celle-ci. Elle cite Alex Jones, un complotiste, bref. Et ensuite, elle cite un de mes modèles, un grand modèle, c'est le meilleur ami de Thomas Durand, figurez-vous. Hein. En vrai, ils sont très amis, c'est complètement faux. Elle cite Idriss Aberkan. Il suggère que pour que les élites parviennent à une réduction de la population, elles pourraient faire passer la stérilisation pour un soin. Voilà, donc il y aurait plus de transition d'après ces théories qui valaient vraiment le coup d'être citées pour pouvoir contrôler la population mondiale, la surpopulation mondiale. Allez, une petite dernière, page 340. Non, ça suffit, j'en ai marre. Ça s'appelle Transmania. C'est ça tout le temps. Je vous ai lu un tiers de ce que je voulais dire au départ. Voilà, j'avais souligné une centaine de points, il y a des notes partout. Il y en a partout. Au final, bon, écoutez, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà ce que c'est Transmania. Voilà ce que ça dit Transmania. Voilà cet ouvrage massif, soit de désinformation, soit de mensonge, soit d'approximation permanente. Un pamphlet absolu contre les personnes trans, dirigé quasiment exclusivement contre les femmes trans, on peut le dire, caricaturé à l'extrême, qui finalement en disent beaucoup plus sur qui sont les personnes trans en France. Non, qui en disent beaucoup plus sur comment ces deux femmes perçoivent la question de la transidentité que ce que sont réellement les personnes trans en France. C'est désastreux, c'est absolument désastreux. Je sais pas quoi dire. Ça m'a pris 2 jours à lire. Très sincèrement. Donc moi j'ai passé quasiment tous les passages de Robert. Je commence à en avoir marre de lire des trucs d'une perversion, mais vraiment inouïe. Je commençais à souffrir aussi un petit peu parce que moi je commence à développer des amitiés avec des femmes trans. Par exemple, l'administratrice de mon Discord. C'est une femme trans que j'aime énormément. Je tiens énormément à elle. Elle le sait. On se voit de temps en temps. Grâce à une de mes modératrices, qui est un vrai lien pour nous deux, et on s'adore mutuellement. Il y en a d'autres avec qui je corresponds régulièrement, et j'ai beaucoup de chagrin à lire en fait de telles choses en fait, de telles choses sur elles. Beaucoup de mal à lire ça sans être en colère quand maintenant je connais et commence à comprendre leur quotidien. Dieu merci, j'ai quitté ce milieu transphobe avec perte et fracas. Hein. Ça a été vraiment harcèlement assez intense pendant je ne sais pas combien de temps sur moi.
Ah oui, alors leur théorie, c'est que j'avais fait semblant de plus être transphobe pour être ami avec les zététiciens. Donc maintenant que je suis fâché avec tous les zététiciens de la Terre entière, je ne sais pas comment elles vont justifier le fait que... je sais pas. Que non, en fait, j'ai changé d'avis parce que je me suis trompé et parce que vous vous trompez, parce que ce livre se trompe, parce que les sources biographiques qui sont citées ne disent pas ce qu'elles prétendent qu'elles disent. Parce que je ne sais pas pourquoi vous avez de temps en temps des ressources bibliographiques qui sont parfaitement abscons. Voilà. Il y a des ressources bibliographiques, il n'y a même pas les pages. Vous voyez, par exemple, elle cite Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Mais quoi ? Mais quelle page ? Qu'est-ce que ça a dit ? Qu'est-ce que ça prouve par rapport à... En fait, à un moment donné, elle parle de Simone de Beauvoir et Monique Wittig, et puis elle met juste dans la source bibliographique un de leurs ouvrages, comme ça. Oui, bon, d'accord, ok. Il y a un nombre de ressources bibliographiques qui sont des publications de pages internet, de Redux, de citations. Voilà, citations. Voilà, on met une ressource bibliographique de citations. Enfin, c'est vraiment... Enfin, c'est pauvre. C'est pauvre. C'est pauvre et ça mérite pas grand-chose. Mais il y a une question importante à laquelle il va falloir qu'on réponde demain. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ça maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait physiquement de cet ouvrage, de ce bouquin ? Qu'est-ce qu'on fait de ce bouquin ? C'est ça la question. Eh bien, on va y répondre demain. Si vous avez suivi toute la vidéo, c'est que vous êtes déjà convaincu. Ça va vous plaire. Si vous avez posé un commentaire au bout de 15 secondes pour dire que j'étais un cuck, que j'avais jamais eu de copine de ma vie, que je vivais encore chez ma mère et que j'ai un ami imaginaire, déjà vous avez raison sur toute la ligne, puis voilà, j'assume. Et ensuite, non, vous n'allez pas du tout apprécier ce qui arrive demain. Prenez soin de vous. Vous laissez pas habiter par ces idées de haine qui m'ont habité pendant 1 an et demi, je vous en prie. C'est la porte ouverte vers les pires bêtises complotistes. Et surtout, c'est de la haine. C'est de la pure haine. Toutes les ressources bibliographiques que j'ai lues, elles sont dans la description de la vidéo. Vous n'hésitez pas à les consulter. Ne me croyez pas sur parole. Prenez soin de vous. Et toutes mes excuses encore à la communauté trans, même si ça fait longtemps que vous m'avez fait comprendre que je n'avais plus besoin de m'excuser. C'est quand même important pour moi de rappeler à quel point j'ai merdé. Et j'en suis absolument désolé. J'espère que j'arrive à rattraper le coup avec le temps. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt.